Bonsoir à toutes et à tous. Merci énormément d'être là ce soir. Alors on a un petit problème de son, ce qui fait que le son n'est pas retransmis dans les enceintes. Néanmoins, les conférenciers doivent parler dans le micro pour qu'on les entende sur le live. Voilà, ça va être un petit peu différent. Pour le programme de ce soir, on est un petit peu en retard, on va commencer. On aura 3 conférences, chacune 15 minutes avec 5 minutes de questions. À 21h, on fera une pause crêpe. Et on réenchaînera sur 3 conférences. On devrait finir, si tout se passe bien, à 22h30, autour de cet horaire-là. Alors on va commencer avec Héloïse Legrand qui va nous parler de la face cachée du soleil. Merci. Bon, c'est très bizarre de parler dans le micro mais de ne pas entendre sa voix en enceinte, mais bon, ça va. Ouais, je sais pas, attends. Au niveau du chant, ok, ouais, bon. Bah, d'abord, merci Alcor pour la proposition et d'avoir accepté ma proposition de conférence, pardon. Donc, moi, je vais vous parler de la face cachée du soleil. Alors, face cachée, ça sonne un peu bizarre parce qu'au premier abord, vous pouvez vous dire face cachée du soleil, c'est genre comme la face cachée de la lune. Ça n'a rien à voir. Enfin, ça, non. La lune, vous voyez toujours la même face. Le soleil, il n'y a pas vraiment de face. Déjà, c'est un plasma qui se déplace pas de la même vitesse selon les pôles. Donc, en fait, vous ne voyez pas vraiment, enfin, selon la zone du soleil, vous ne voyez pas vraiment toujours la même chose. Mais il y a quand même une notion de face cachée. Avant ça, je voulais préciser que du coup, ma conférence, elle s'inscrit dans la suite de mon stage au CEA qui s'est fait cet été pendant 2 mois et demi, sous l'encadrement de Barbara Perry sur le développement d'outils pour la météorologie de l'espace. Voilà. Donc je vais peut-être dire des trucs que vous ne savez pas. Bon, avant toute chose... Ah super, oui c'est vrai. Pardon. Avant toute chose, on retourne sur les basiques. Qu'est-ce que c'est le soleil ? Eh ben, le soleil, c'est en gros 75% d'hydrogène, un bon 24% d'hélium et un 1% d'autres, en gros. Et c'est un... Comment dire ? Ouais, c'est une boule de plasma, on va dire. Bon. C'est une description très succincte parce que c'est vraiment pas le cœur de mon sujet, je m'intéresse pas trop à ça. Il a juste petite précision, il a une structure spécifique avec un cœur dans lequel on a les réactions nucléaires qui se font. Ici, une zone radiative où l'énergie est déplacée d'une certaine façon en fait, par rayonnement. Et ensuite, une zone convective où où l'énergie est déplacée plus du tout de façon par rayonnement, mais par convection, littéralement. Le soleil, c'est une naine jaune, pardon. Elle est dans la séquence... Enfin non, c'est pas une naine jaune. Bon, bref. Elle est dans la séquence principale du diagramme de Hertzsprung-Russell, que j'ai réussi à prononcer correctement, ce qui est de l'ordre du miracle. Et voilà, donc ça, c'est les trucs vraiment importants. Moi, mon étude, elle va porter du coup sur l'étude des régions actives sur le Soleil. Donc la région active du Soleil, ça n'a rien à voir avec sa structure interne. En gros, je vous l'ai présenté juste pour vous montrer les beaux schémas que ma meilleure amie avait fait il y a genre 1 ou 2 ans. Moi, ce qui va m'intéresser... Oula, c'est affreux. Bon, c'est pas grave. Là, moi, ce qui va m'intéresser, c'est les régions actives, parce que le Soleil a un champ magnétique, comme vous le savez, et il a un cycle. C'est-à-dire que son champ magnétique, tous les 11 ans, il s'inverse. Donc un coup, le pôle est négatif. Un coup, par exemple, le pôle nord est négatif, puis après positif, etc. Et tous les 22 ans, on a un cycle qui se termine, en fait. On peut le voir avec ça. Ça, c'est en fait les cycles, et on remarque que vraiment tous les 11 ans, on a des pics, parce qu'au-delà de l'inversion du champ magnétique, il a des périodes d'activité où il va être en plus forte activité que d'autres. Par exemple, en ce moment, on peut dire qu'on est en maximum d'activité, d'où les magnifiques aurores boréales que vous avez pu voir. Soit vous avez pu voir si vous avez eu de la chance, soit dont vous avez pu entendre parler en mai, à peu près, un truc comme ça. Et donc, avec ça, il y a l'émergence de ce qu'on appelle des régions actives, qui devient de plus en plus importante. Les régions actives, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est pas très spécifique, c'est vague. Le but, c'est juste de se dire que c'est des zones de la surface du Soleil où on voit que le champ magnétique a une activité. Donc là, par exemple, là c'est une map du Soleil qui a été faite depuis la Terre. On a pris une photo par jour de la même position.
On les a collés à la une. Résultat, entre cette position-là et cette position-là, il y a à peu près 30 jours, ce qui est la période de déplacement du plasma autour du Soleil. Et là, on voit une région active, une autre là, une autre là, une autre là, une autre là. Bref, trop bien. Le Soleil, il nous régale. Merci à lui. Bon. Donc, son inversion, c'est cool. Et pendant les mais je me suis trompée. Ok. Ouais. Son inversion, c'est cool. Mais pendant les maximums, nous, ce qui nous intéresse, du coup, c'est d'étudier la face cachée du Soleil. Donc la face cachée du Soleil, alors ça va être un peu technique, surtout que je pense pas être très pédagogue, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. La face en fait, le Soleil c'est une sphère, et en fait au pôle, on va avoir une certaine vitesse de déplacement, de rotation du plasma, et à l'équateur, on va avoir une autre vitesse. Et en parallèle, nous on tourne autour. Et en fait, du coup, on se retrouve avec des zones où des fois il se passe des événements qui nous apparaissent, qu'on voit face à nous par nos satellites qui orbitent autour de la Terre, mais qui sont apparus, je sais pas, peut-être une semaine avant sur le Soleil, mais qui étaient derrière le Soleil en fait, qui étaient genre juste un peu cachés. Et nous, nos télescopes pouvaient pas les voir parce qu'on était, nos satellites pouvaient pas les voir parce qu'on était du mauvais côté. Est-ce que c'est clair ou pas? Parce que je suis pas sûre d'être très claire dans mon explication. Super. Et c'est pour ça qu'a été lancé en 2020 Solar Orbiter. Génial, absolu, vraiment, merci Solar Orbiter. Et Solar Orbiter, comme son nom l'indique, il orbite autour du Soleil. Du coup, ce qui va être pertinent, ça va être d'étudier toutes les fois où il va être en opposition du Soleil. Donc ça, c'est un des premiers résultats de mon travail. Alors c'est vraiment pas grand-chose, je pense que tout le monde peut le faire, mais moi j'étais trop fière de moi. J'ai réussi à savoir la trajectoire Solar Orbiter en fonction de la Terre, par rapport au Soleil et la trajectoire de la Terre. Et on peut voir que 6 mois dans l'année, donc ça c'est le déplacement à partir du 1er mai, et après ça c'est jusqu'à fin octobre. Là c'est pareil, 1er mai jusqu'à fin octobre, ainsi de suite. Et en fait on peut constater qu'entre mai et octobre, le Soleil, Solar Orbiter et la Terre sont en parfaite opposition. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut faire des maps à 360 degrés à un instant T du Soleil. Ça c'est génial, ça nous permettrait de voir des événements qu'on ne peut pas voir avant plusieurs jours parce que en fait ils sont du mauvais côté du Soleil. La Solar Orbiter les verrait et franchement c'est génial. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer ce que je vais faire. Ah non, ça s'est décalé. Oh c'est dommage. Ce que je vais faire moi c'est que je vais récupérer les données de Polarimetric Helioseismic Imager (FI) pour les intimes, qui est donc un instrument compris dans le télescope Solar Orbiter. Et je vais superposer l'image que Solar Orbiter me donne avec celle que HMI, qui est un instrument qui est sur... non, j'ai fait n'importe quoi. Qui est sur Solar Dynamic Observatory, SDO. Et ce télescope-là, alors si je me trompe pas, il me semble qu'il orbite autour de la Terre. Enfin bref, toujours est-il qu'il a plutôt la même trajectoire que la Terre. Et donc je vais pouvoir combiner les deux photos que ces deux instruments me donnent. Donc du pain béni, vraiment. Et donc ça, c'est un exemple typique de la superposition de deux maps. Alors là, j'ai pris la date du 1er mai 2022. Alors je suis très déçue de vous annoncer que j'ai pas pu. Je voulais vous faire une petite image de d'abord la face cachée et ensuite la face que nous on voit normalement. Mais en fait j'ai découvert hier soir en faisant mes slides au dernier moment que mes datas ont disparu. Donc du coup j'ai fait au mieux. Voilà. Mais du coup vous pouvez découvrir ce magnifique assemblement. Donc là en fait ce qu'on a fait, comment on a procédé, on a donc comment j'ai procédé, j'ai d'abord collecté donc une image de HMI, puis j'ai collecté une image de FI. Je les ai mis de sorte à ce que ce soit plat, parce que c'est un peu chiant, sinon c'est une visualisation en disque en fait. Et pour le coup, en fait on n'arrive pas vraiment à se dire qu'il y a un 360 degrés du Soleil quand c'est en disque, je trouve ça moins... Bref. Pour des études, c'était plus simple de le faire comme ça. Donc on a fait une projection, ce qu'on appelle une projection de Carrington. Me demandez pas de vous expliquer en profondeur, j'ai juste appliqué un code sur le coup, ça c'était pas de mon niveau. Et ensuite, juste j'ai ça, et maintenant faut comparer en fait. Et avec quoi je vais comparer? Alors, je vais comparer avec les maps ADAPT. Les maps ADAPT, c'est ce que je vous ai... Ah non, mais c'est... Ah oui, non, attends. Les maps ADAPT, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est des maps
qui sont prises depuis des télescopes, des télescopes terrestres qui prennent jour par jour la même position du Soleil. Donc ça veut dire concrètement que ici, on a 30 jours d'écart. C'est-à-dire que sur une map adapt, on peut avoir plein d'événements qui nous passent à côté. Ça, c'est vraiment dommage. Donc concrètement, mon stage, c'était quoi? J'ai joué aux 7 différences pendant 2 mois et demi, c'était super fun. Et j'ai dû débugger mes codes, c'était aussi super fun. Et en plus, on rigole, mais ça marche. Parce que là on voit 3 événements. On voit un petit événement. Bon, lui, on sait pas trop. Faut voir dans les jours à venir parce que comme vous pouvez le voir, la bande blanche, c'est un manque de données. Ça veut juste dire que Solar Orbiter n'était pas parfaitement aligné par rapport à la Terre, ça s'est vu dans les trajectoires que je vous ai montrées avant. Mais bon, à voir. Mais en tout cas, là, on a 3 petites régions actives qui sont pas du tout présentes dans la map adapt. Donc déjà, c'est prometteur. Sauf que le problème maintenant, c'est que je dois optimiser la détection des différences. Parce que le problème, c'est que, comme vous avez pu le voir précédemment, mes maps, elles sont pas du tout de la même qualité. Là, j'ai un truc franchement un peu flou, un peu bouilli, un peu... Ouais, voilà. Là, c'est HMI et FI, quoi. Enfin, c'est de la haute résolution. Donc il faut que j'arrive... Enfin, ça n'a pas de sens de comparer 2 choses qui n'ont pas la même résolution. Donc le but, ça a été d'optimiser la détection en interpolant ma carte. Enfin, en interpolant ma carte combinée. Alors, ma première, ce que j'ai d'abord fait, c'était interpoler donc par les harmoniques sphériques. Alors, je vais essayer de vous expliquer au mieux, mais moi, c'est un truc que j'ai découvert à peine il y a... Enfin, je l'ai découvert en stage, mais je l'ai vu en profondeur un peu en cours, donc c'est un peu encore... voilà. Mais en gros, si j'ai bien compris, les harmoniques sphériques, c'est on déconstruit selon un certain nombre de données, selon un certain nombre Lmax imposé, et ensuite on la reconstruit selon un certain autre nombre qui doit être inférieur à Lmax. Franchement, retenez pas ce que je viens de dire, on s'en fiche. Juste, je fais de l'interpolation, c'est rigolo. J'ai 2 moyens de le faire, je le fais à la main, ou je le fais avec des fonctions Python, parce que Python est génial pour ça. Le problème, c'est que Python le fait très mal. Parce que là, le problème, c'est qu'on peut voir des petites ondelettes, ici, et ça veut dire qu'il me crée de l'information. Et ça, c'est pas bon du tout, parce qu'il faut pas qu'il me crée de l'information. Ok. Donc c'est pas bon du tout. Donc, comme il faut pas qu'il me crée de l'information, il faut que je fasse gaffe aux chiffres que je décide. Alors qu'à côté, quand j'interpole à la main, j'ai à peu près une meilleure maîtrise. Il faut savoir que là, je suis à Lmax 30. Là, je suis à Lmax 30 aussi, quoi. Là, je peux pas monter au-delà de 30. Là, je peux monter à 80. Donc c'est bien plus intéressant pour la reconstruction. Plus le nombre est haut, plus c'est intéressant. Ah, mais j'ai 2 fois le même truc. Ah oui, non, ok, c'est moi. Là, c'est Lmax 80. Ça se voit pas? Ah si. C'est Lmax 80. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, mais là, il y a des ondelettes. Ici. Hop. Ici aussi, il y a des ondelettes, mais elles sont quand même moindres. En fait, là, la qualité est très mauvaise, mais il y a vraiment des ondelettes. Vraiment, ça fait un effet genre vous avez jeté un caillou dans une mare, il y a les ondes, quoi. Ça fait la même chose sur ça. Donc, franchement, c'est pas traitable. Donc, au final, je suis partie sur de l'interpolation à la main. Maintenant que je me suis occupée de l'interpolation pour avoir une qualité qui est la même que celle d'Adapt, comment je fais pour faire ma différence entre mes 2 maps sans avoir mes événements qui sont trop intenses sur la map de référence, donc la map terrestre, on va l'appeler comme ça, map Adapt, sans que les événements qui sont trop intenses sur la map Adapt en fait prennent le dessus sur des événements qui sont déjà visibles. C'était pas très clair ma question, mais vous en faites pas. Et aussi, juste de manière générale, il faut que je choisisse un certain zéro, parce que c'est évident que quand je fais la soustraction entre 2 maps, c'est évident que je vais pas avoir un zéro parfait. Enfin, on n'est pas... Malheureusement, c'est pas le monde idéal, donc il faut estimer un seuil à partir duquel mes événements, je décide que le zéro, il est assez petit, etc. Bref, relou. Bah voilà, les seuils. Super. Moi, ma référence, c'est le 12 juin 2022 et le 25 mai 2022. Le 12 juin, j'ai pas d'événements notables. Bon, notables. Hein. Ça se trouve, il y en a, mais du coup, notables. Par contre, le 25 mai, j'en ai. J'ai des événements qui ne sont pas visibles. Là, ici, ici, lui. C'est des petits événements, mais ça va me suffire. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'amuser à faire des seuils différents. Là, globalement, on constate que c'est bien trop élevé. Que là, en fait, cet événement, il apparaît, mais en fait, il est aussi là. Cet événement, quand il est censé avoir des événements,
lui il apparaît alors que sur Adapt, je le voyais déjà, hein, donc il n'y avait pas de problème normalement. Bref, les seuils, il faut faire gaffe à pas les choisir trop grands. Bon, par manque de temps, je vous passe... Enfin non, en fait, c'est juste parce que j'avais la flemme. Mais je vous montre le résultat parce que c'est bien plus classe. Et là, on voit que les événements dont je vous ai parlé tout à l'heure, ils apparaissent quand on choisit les bons seuils. Ça, c'est-à-dire que ma mission est réussie. Ça, c'est cool, ça, je suis fière de moi. Là, je vous le résume en 10 minutes, mais j'ai fait 2 mois dessus. Et là, c'est pareil, c'est cool. Après, il faut... Alors, cette carte, elle n'est pas optimisée parce qu'elle ne prend pas en compte l'intensité de mes événements. Là, l'événement paraît super intense, alors qu'en vrai, il est... Attends, c'est lequel? Il est tout petit, quoi. Enfin, il est minuscule. Attends, c'est le 12? Ouais, c'est le 12. Enfin, ouais, bon, il est intense quand même, mais bon. Bref. Bon, il est pas... Mais bon, moi, le but de ma map, c'est de détecter les différences. Donc ça, c'est mission réussie et c'est cool. Et donc, j'ai pu faire quelques statistiques sur les AR, donc ça va me permettre de clôturer là-dessus. La latitude moyenne des régions actives, de manière générale, c'est 0 degré. En fait, on les trouve principalement au niveau de l'équateur du Soleil. Au niveau de la longitude moyenne, c'est autour des 190 degrés. Donc autour, pareil, un peu là. Mais bon, je pense que la longitude... ouais. Malheureusement, là, c'est juste des statistiques que j'ai pu faire, mais j'ai pas vraiment pu les interpréter, donc c'est un peu dommage. Par contre, ce que j'ai pu faire d'intéressant, c'est que j'ai pu faire des stats sur le nombre de régions actives qu'on pouvait trouver. Et par exemple, on peut constater que déjà, les gros, là, je le dis pas, mais les moyens, en moyenne, les gros événements restent 8 jours, là où les petits événements restent 2 jours. Quand je dis reste, ça veut dire qu'il se passe 8 jours entre le moment où ils apparaissent, genre pour de vrai, et le moment où nous, on le voit sur la carte Adapt. Donc 8 jours, ça peut être... c'est pas mal, quoi. Il peut se passer des trucs. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'après, ça m'a permis du coup de faire une sorte de database du nombre d'événements que j'ai. Et sur le long terme, ça peut être intéressant, par exemple, je sais pas, sur une vingtaine, trentaine, quarantaine d'années, de continuer à faire ça, parce que ça permettrait du coup de le mettre en lien avec le champ magnétique du Soleil et son cycle. Et ça peut vraiment être cool. Voilà, merci de m'avoir écouté, et je crois que j'ai dépassé mon temps. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que, pour les statistiques que tu as faites, tu as fait les écarts types? Tu as fait les écarts types pour les statistiques ou pas? Je noterais de voir, parce que c'est centré au milieu, mais... En fait, les statistiques, globalement, mon dernier jour, c'était le 25 juillet. Je pense que je les ai faites le 24. Parce que j'ai eu des gros problèmes avec mon code et en fait, j'étais sur 2 projets. Et en fait, surtout que moi, mon but, c'était de faire vraiment de développer des outils qui, en soi, pouvaient être utilisés. Donc ça, c'était juste une première approche, mais j'avoue, j'ai pas fait d'écart type ou de trucs comme ça. Je pense que ça m'aurait vachement pris la tête pour pas grand-chose. C'est des trucs de mathématiciens, ça. D'autres questions? C'était super clair, alors, ou pas intéressant au choix. Merci. Donc, merci beaucoup Héloïse pour ta conférence. Nous allons enchaîner avec Flavien, son sujet sur les mini-Neptunes. Nous avons un peu de retard, mais un peu moins de retard que prévu, ça va. Bonjour à tous. Comme ça Et ça c'est le laser. Oui, je sais pas sur les gens. Dites-moi quand je peux commencer. Bonjour à tous. Je suis Flavien Thomas, qui est un étudiant en L1 physique-chimie à Paris-Saclay et également membre de l'association d'astrophysique. Et aujourd'hui, dans le cadre de la conférence des membres d'Alcor, je présente un sujet qui est sur les mini-Neptunes.
Donc pourquoi? Parce que ce type d'exoplanète m'intéresse énormément. Enfin, ces petites boules de gaz colorées. Enfin, après, ça reste relatif, mais comme vous le verrez après comme je vous le verrai après dans ma présentation. Bah déjà, la base, qu'est-ce que c'est une mini-Neptune? Eh bien, c'est deux planètes d'environ dans l'ordre de 1,7 à 3 rayons terrestres déjà. Donc c'est plus grand que la Terre, comme vous pouvez le voir sur le schéma d'ailleurs. Là, on a la Terre, on a Neptune en comparaison, et on a différents types de mini-Neptune à côté, du coup, qui représentent la taille. Donc, eh bien, ces planètes font généralement de 6 à 15 masses terrestres. Donc, voilà. Et, comme composition, même si je vais revenir après dans la présentation, elles sont surtout composées d'éléments volatiles comme du méthane, de l'eau, du dioxyde de carbone, des choses comme ça. Mais comme vous le voyez, elles ont un cœur rocheux. Mais bon, je vais m'attarder dessus après. Et même si c'est le type d'exoplanète le plus courant qu'on connaisse, c'est-à-dire que sur toutes les exoplanètes qu'on connaît, eh bien, il y a plus de mini-Neptune, eh bien, on n'en a pas dans notre système solaire, malheureusement. Donc, dans un sens, notre système solaire est une anomalie statistique. Il faut que je passe. Bon, déjà, je voudrais faire un point sur les représentations que je vais utiliser dans cette présentation, et plus généralement, les représentations d'exoplanètes que vous pouvez voir en ligne. Parce que, voilà, par exemple, vous avez une vue d'artiste ici, qui est ce à quoi pourrait ressembler une mini-Neptune. Sauf que ce n'est pas une photo. Et ça, il faut bien le retenir. Pourquoi? Parce qu'une exoplanète, eh bien, c'est loin et c'est petit. Enfin, petit par rapport à la distance à laquelle on observe. Donc, en réalité, on a des images directes d'exoplanètes. Par exemple, on a une technique qui s'appelle l'imagerie directe. Donc là, par exemple, vous voyez ces petites taches là sur cette photo, sur cette image. Ces petites taches sont des planètes qu'on a observées par imagerie directe. Sauf que vous voyez que est-ce qu'on peut appeler ça des photos? Non, parce que ce sont des taches de quelques pixels de large tout au plus. Pourquoi? Eh bien parce que détecter une planète par imagerie directe, c'est très compliqué. Parce que une étoile, c'est très lumineux, et une planète, par définition, ce n'est pas forcément lumineux. C'est comme si vous essayez de détecter une luciole à côté d'un phare de BMW à 10 km de distance. Même si vous avez des jumelles très puissantes, ça va être très difficile. Pourquoi? Parce que la lumière de votre phare va cacher la lumière émise par la luciole. Donc, la technique de l'imagerie directe, bon, je ne vais pas m'étendre dessus, mais ça consiste à cacher la lumière de l'étoile pour avoir l'image pour pouvoir voir les planètes qui tournent autour, quoi. Voilà. Sauf que le problème, c'est que ça ne concerne pas les mini-Neptunes ici. Pourquoi? Parce que ces taches, ça représente des planètes. Les planètes détectées par imagerie directe sont des planètes de l'ordre de la masse de Jupiter, voire plus. Donc 300 fois la masse de la Terre, comparé à ce que j'ai dit plus tôt, donc 10 fois la masse terrestre. Voilà. Donc, c'est pas comme ça qu'on détecte les mini-Neptunes. Les mini-Neptunes, elles, sont détectées surtout par la méthode des transits. Comme avec le satellite Kepler ou le satellite Kepler ou le satellite TESS, qui ont détecté beaucoup de mini-Neptunes. Et que la plupart des mini-Neptunes ont été détectés par ce moyen-là. Donc, qu'est-ce que c'est la méthode des transits et pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, en gros, la méthode des transits, c'est simple. Vous avez une planète qui tourne autour de l'étoile. Et le truc, c'est que quand vous avez la planète qui passe devant l'étoile, elle va cacher une partie de la lumière de l'étoile. On est d'accord? Sauf, et justement, donc on aura une variation de luminosité, comme on peut le voir ici. Et cette variation de luminosité, on peut la mesurer. En fait, les astronomes peuvent la mesurer par des satellites ou même par des instruments au sol. Et avec la profondeur de cette variation de luminosité et sa largeur, on peut déterminer plein de choses comme la taille de la planète ou la durée de son orbite, bref, plein de choses comme ça. Voilà. Et du coup, c'est comme ça qu'on a détecté les mini-Neptunes en majorité. Sauf que le problème de la méthode des transits, il y en a deux en fait. C'est que déjà, si votre planète met 100 ans à tourner autour de l'étoile, vous aurez un transfert, vous aurez une occultation de l'étoile tous les 100 ans, donc ce qui n'est pas forcément pratique pour traiter des données. Et surtout, il faut que votre planète elle soit dans le plan de l'étoile. Imaginez que votre planète elle tourne à 90 degrés comme ça, qu'elle tourne à 90 degrés de votre ligne d'observation, par rapport à vous, elle ne passera jamais devant l'étoile, la planète. Donc vous ne pourrez pas détecter la planète par la méthode des transits.
et donc, pour ça qu'on a une deuxième méthode qui est assez utile pour détecter les mini-Neptunes aussi, qui est la méthode des vitesses radiales. Et qui, en plus, cette méthode est pratique parce que cette méthode-là peut permettre de déterminer la masse de la planète. Tandis que la méthode des transits avec la méthode des transits, on peut déterminer la taille de la planète, mais on ne peut pas déterminer la masse. En quoi consiste la méthode des vitesses radiales? C'est assez simple. Je vais donner un exemple. Vous prenez un sac de riz de 5 kg et vous le faites tourner autour de vous, comme une toupie. Et bien vous aussi, vous allez un peu tourner à cause de la masse du sac de riz. Et bien avec les étoiles, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en réalité, la planète ne tourne pas autour de l'étoile. L'étoile et la planète tournent autour d'un point qui s'appelle le barycentre, même si le barycentre est forcément beaucoup plus proche du centre de l'étoile que du centre de la planète. Donc de l'extérieur, c'est à peu près comme si la planète tournait autour de l'étoile. Et donc, l'étoile, eh bien, elle va bouger, et donc elle va tourner autour du barycentre. Et donc, si elle est dans le bon axe, elle va se rapprocher puis s'éloigner de nous à des vitesses de l'ordre de quelques dizaines de centimètres par seconde. Et donc ça, on peut le détecter avec l'effet Doppler. Qu'est-ce que c'est l'effet Doppler? Ben, c'est le même phénomène qui se passe que quand il y a une ambulance qui passe et que le son devient plus aigu puis grave d'un coup. C'est-à-dire que quand vous avez l'étoile qui se rapproche de vous, eh bien, les ondes lumineuses qu'elles vont envoyer seront compressées, tandis que quand l'étoile s'éloigne de vous, les ondes lumineuses envoyées par l'étoile seront étirées, ce qui fait qu'on peut mesurer la différence des spectres reçus et donc, calculer la vitesse de l'étoile et donc la masse de la planète. Bon, même si on calcule une masse minimale d'une planète comme ça. Voilà. Et donc, eh bien, quand on a la masse et la taille d'une planète, eh bien, ça dans la taille d'une planète, on a aussi son volume, du coup. Et donc, on peut faire des diagrammes de masse-rayon où, justement, on peut catégoriser les planètes comme ça. Et après, on a plusieurs modèles théoriques qui font que, eh bien, on peut déterminer si c'est une planète rocheuse, une planète gazeuse, etc. Par exemple, en bas, vous avez ces courbes-là, ça représente des planètes faites en majorité de silicate. En bas, c'est du fer pur, enfin, en vert, c'est du fer pur, par exemple. Et le trait tout en haut, ça représente des planètes gazeuses, donc comme Jupiter ou Saturne par exemple. Les mini-Neptunes seraient situés à peu près dans cette région-là, donc qui ont une densité entre des planètes faites totalement d'eau et des planètes gazeuses en fait. Donc dans l'ordre de 2 grammes par centimètre cube en gros. Voilà. Et donc on a un effet intéressant qui s'appelle le désert des Neptunes chauds. Et donc, par extension, ça concerne aussi les mini-Neptunes. Qu'est-ce que c'est le désert des Neptunes chauds? Eh bien, en fait, quand on fait les statistiques, on ne détecte pas beaucoup de planètes dans cette région-là. Donc là, vous avez le rayon de la planète en fonction de sa période orbitale. Et donc, pour des courtes périodes orbitales, on ne détecte pas, pour des planètes de la taille de Neptune ayant des courtes périodes orbitales, eh bien, on n'en détecte pas beaucoup en fait. Comme vous le voyez sur le graphique, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de points ici. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de planètes de la taille de Neptune qui sont près de leur étoile, et donc qui sont chaudes du coup. Et pourquoi ça? Eh bien, on n'en est pas vraiment sûr, enfin la communauté scientifique n'en est pas vraiment sûre, mais on pense que c'est dû à la photoévaporation, c'est-à-dire au fait que les couches externes de la mini-Neptune, donc les couches gazeuses, ont pu être soufflées par l'étoile si jamais la mini-Neptune est trop proche de l'étoile, ce qui fait qu'au final, il reste que le noyau, donc une planète rocheuse du coup, ce qui fait descendre son rayon, et donc on les retrouve là. Voilà. Et donc, de quoi c'est fait une mini-Neptune? Eh bien, j'ai fait un schéma simplifié sur mon diaporama pour vous le montrer. Et donc, eh bien, on a une atmosphère d'éléments légers, donc surtout d'hélium et d'hydrogène. On peut retrouver quelques composés volatiles comme de la vapeur d'eau, de l'ammoniac, du méthane, etc. Voilà. Et dans cette atmosphère, on retrouve des phénomènes atmosphériques qu'on retrouve sur d'autres types de planètes, comme du vent, des nuages, de la pluie, etc. Oui, il peut pleuvoir sur une mini-Neptune, oui, comme à Paris, bon bref. Et du coup, en dessous, eh bien, on a un manteau liquide. Donc on a un manteau liquide condensé. Donc c'est surtout fait, comme j'ai dit, encore une fois, d'éléments volatiles liquides comme de l'eau, etc. Enfin, voilà, ce sont par exemple de l'eau liquide. Et surtout dans ce manteau-là, on peut aussi retrouver ce qu'on appelle de la glace chaude. Donc eh bien, c'est
comment je peux expliquer ça? Eh bien, en fait, l'état d'un composé chimique ne dépend pas que de sa température, mais aussi de la pression à laquelle il est soumis. Donc là, à droite, vous avez ce qu'on appelle un diagramme de phase. Et donc, par exemple, vous voyez que même si on ne change pas la température, eh bien, si on compresse assez de l'eau, eh bien, si vous montez, vous avez la pression en fonction de la température. Ben, si vous montez assez la pression, vous obtenez de la glace. Donc, de la glace à 300 degrés peut exister, par exemple. Donc, eh ben, c'est ce qui se passe au cœur des mini-Neptunes. On a de la glace, on a de l'eau qui est tellement compressée que même si elle est chaude, eh ben, elle cristallise. Et donc, eh bien, on a de la glace chaude. Et cette glace chaude a des propriétés différentes de la glace qu'on connaît habituellement. Par exemple, elle est conductrice d'électricité, où elle peut agir comme conductrice d'électricité, ce qui fait que on pense que c'est cette glace chaude conductrice qui est à l'origine du champ magnétique des planètes, des mini-Neptunes, voire des planètes comme Neptune même. Et à l'intérieur d'une mini-Neptune, on a un noyau de silicate, enfin des noyaux un noyau de silicate et de fer rocheux. Donc, voilà. Et donc, comment ça s'est formé une mini-Neptune? Eh bien, déjà, comment dire? C'est comme toutes les autres planètes en fait. On part d'un disque protoplanétaire où donc c'est des poussières et du gaz qui tournent autour d'une étoile. Et on a quelque chose qui s'appelle la ligne des glaces. Donc qu'est-ce que c'est la ligne des glaces? C'est un endroit où le disque c'est une limite à partir duquel le disque protoplanétaire est assez froid pour que les composés volatiles, donc comme l'eau, le méthane ou le dioxyde de carbone, enfin le monoxyde de carbone, bref, que les composés volatiles puissent être condensés, donc qu'ils soient à l'état solide. Et donc, qu'est-ce que ça fait la ligne des glaces? Et ça permet du coup à ces composés-là ça permet aux planètes qui se forment là-bas d'accumuler ces composés beaucoup plus que des planètes qui se forment dans le système solaire intérieur, donc avant la ligne des glaces. Voilà, par exemple, la Terre est composée à majorité de roches, mais quand on part dans le système solaire extérieur, des lunes comme Europe, Ganymède, Callisto, voire tout ce qu'il y a dans le système solaire extérieur est beaucoup plus composé de glace d'eau, par exemple. Et donc c'est ce qui se passe, donc les mini-Neptunes se forment après la ligne des glaces, et c'est ça qui leur permet d'accumuler tous ces éléments volatiles. Et de plus, eh bien, ils doivent avoir une masse suffisante pour commencer à accumuler l'hélium et l'hydrogène qui, eux, restent gazeux. Donc la masse critique, c'est environ 6 masses terrestres. Voilà. Donc ça commence par... Ce sont des planètes, donc des protoplanètes rocheuses, rocheuses et glacées, qui, à partir d'une certaine masse, commencent à accumuler l'hydrogène, ce qui fait que les mini-Neptunes peuvent exister. Voilà. Et donc, eh bien, un cas de mini-Neptune connu, tiens, parce que ça vous évoque peut-être rien. Eh bien, parlons de K2-18b, voulez-vous. Eh bien, K2-18b fait environ 8,6 masses terrestres pour quelque chose comme 2,6 fois le rayon terrestre. Et pourquoi je vous parle de cette planète? Eh bien, parce qu'on en a entendu parler dans l'actualité. On en a entendu parler dans l'actualité. Je développerai ça dans la prochaine slide. Et donc, eh bien, elle tourne autour d'une naine rouge à K2-18 en 33 jours. Donc, son année dure 33 jours environ. Étant donné qu'une naine rouge est moins lumineuse que le Soleil, eh bien, forcément, la planète doit être plus près parce qu'elle a une insolation, elle reçoit à peu près autant de lumière du Soleil que la Terre. Voilà. Et pourquoi je vous parle de K2-18b? Eh bien, parce que ça, justement, on en a entendu parler dans l'actualité, parce que des scientifiques auraient détecté un possible océan sous une atmosphère d'hydrogène et d'hélium, d'eau liquide, ainsi que possible présence de diméthylsulfure dans son atmosphère, avec James Webb. Et sauf que le problème, c'est que les médias, les médias sont un peu emballés en disant que ce sont des possibles traces de vie, qu'il y a peut-être de la vie là-dessous, des fois, j'en sais rien. Sauf qu'il y a d'autres scientifiques qui ont contesté ces données, ces conclusions. Et on a plusieurs autres études qui contestent même la présence d'un océan d'eau liquide. Par exemple, la présence d'un océan d'eau liquide était envisagée parce que, parce qu'il y avait une concentration d'ammoniac dans l'atmosphère de cette planète qui était très faible. Ce qui fait qu'on pense qu'il aurait pu être dissous par cet océan d'eau liquide en dessous de l'atmosphère. Sauf que, on a un autre modèle qui peut expliquer cela.
Eh bien, c'est des océans, soit un océan supercritique. Donc, qu'est-ce que c'est c'est-à-dire un océan tellement chaud et comprimé qu'en fait, c'est ni un liquide ni un gaz, c'est un état exotique de la matière, soit même un océan de magma, donc de la roche fondue. Donc, pour la vie, c'est pas vraiment bien, quoi, voilà. Et tandis que même le diméthylsulfure, mais déjà, les scientifiques débattent pour savoir s'il y a vraiment du diméthylsulfure dans l'atmosphère de cette planète. Et en plus, même s'il y avait du diméthylsulfure dans l'atmosphère de cette planète, eh bien, sur Terre, il est formé par le plancton et la vie océanique en général, mais il se pourrait qu'il soit formé de façon abiotique, donc par des processus qui ne dépendent pas de la vie. Et donc, merci de m'avoir écouté dans cette conférence. Et est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions ? Je pense avoir fini, du coup, si vous n'avez pas de questions. Ah, une question, oui. Quoi. Eh bien, parce que... Comment je peux expliquer ça? Eh bien, en fait, parce que l'atmosphère d'hydrogène eh bien, crée un milieu réducteur, vu que l'hydrogène est un bon réducteur, ce qui fait que l'ammoniac peut se dissoudre dans l'eau liquide, du coup. Et d'ailleurs, et puis en plus, l'ammoniac est miscible avec l'eau liquide, c'est-à-dire que ce sont deux composés qui se mélangent bien ensemble. D'autres questions? Je pense avoir fini, quoi, je pense. Merci beaucoup Flavien. Alors, dernière conférence avant la pause. Ce sera la conférence de Corentin qui va nous parler de l'ELT. Bon, c'est pratique, c'est moi qui change les diapos. Ouais, je spoil. Donc bonsoir tout le monde. Ce soir je vais vous parler d'un instrument qui est en cours de construction actuellement, donc c'est vraiment d'actualité, qui est l'ELT ici, donc c'est une vision d'artiste. Donc lors de cette conférence avec Schröd bien sûr, je vais vous parler d'abord du projet un peu en général, le présenter, parler un peu du lieu de construction qui est pas forcément évident. Ensuite je vais parler un peu du système optique de manière générale. Puis parler de conception mécanique, parce qu'avec des instruments grands comme ça, c'est quelque chose qui est absolument fondamental. Et enfin, je vais faire un petit détail sur les optiques. Je suis à Sup Optique, c'est un peu des formations professionnelles, mais bon, c'est intéressant quand même. Alors, l'ELT, c'est pour Extremely Large Telescope, donc très très gros télescope. Ils aiment bien les noms un peu comme ça, l'ESO. Donc c'est un projet de l'ESO, qui est l'European Southern Observatory. Donc voilà, une autre vue d'artiste sympa avec les lasers pour optique adaptative qui shootent dans le ciel. Alors pourquoi le LT? Déjà il a plusieurs missions à remplir, donc découvrir des choses dans plusieurs domaines, donc en cosmologie, l'observation du système solaire avec plein de petits objets qu'on ne connaîtrait pas, peut-être de la physique fonda, des exoplanètes et bon, peut-être de l'inconnu. Pourquoi de l'inconnu? Parce que ça met un peu la pâtée à tous les instruments qu'on a actuellement. Donc la génération actuelle avec le VLT et autres télescopes, c'est vers les 10 mètres de diamètre. Alors que là, on passe direct sur du 39 mètres. Donc c'est un gain qui est énorme sur la qualité. Donc là, je vous ai mis plusieurs instruments. Donc le HST, c'est le télescope Hubble. En dessous, c'est le VLT. Donc l'avantage de Hubble sur le VLT, c'est qu'on n'a pas l'atmosphère. Mais bon, avec l'optique adaptative, on s'en sort pas trop mal. Et enfin, on a le LT tout en bas. Donc on se rend compte qu'on arrive bien mieux à résoudre tous les petits détails, donc notamment au sein de la maille ici. Et pourquoi on attend que maintenant pour faire un télescope si grand? C'est parce que les technologies elles sont enfin assez mûres, parce qu'on s'imagine bien qu'un
miroir de 39 mètres, on ne va pas pouvoir le faire d'un seul bloc, comme ça a été fait jusque-là dans les télescopes comme le VLT. Et puis plein d'autres technologies annexes, les technologies qui vont avec l'optique adaptativité, etc. C'est quelque chose qu'on peut faire que maintenant, et c'est pour ça que le VLT arrive que maintenant. Donc quelques chiffres intéressants. Donc comme j'ai dit précédemment, le miroir primaire il fait 39 mètres. Donc comme je l'ai dit, c'est un miroir segmenté. Donc c'est 798 segments hexagonaux de 1,40 m. Donc il faut bien s'imaginer plein d'hexagones côte à côte qui sont absolument gigantesques. Et donc ici, c'est le H-bar, peut-être vous l'avez reconnu, je ne sais pas, avec notre coupole ici. Là. Et puis ça, c'est l'amphi où on est actuellement. Donc le bord là, ça doit être le bord derrière vous. Et si on met le miroir au-dessus, bon, la qualité est dégueulasse. Mais bah, ça fait ça, voilà. Donc en gros, l'amphi représente à peu près un quart du miroir primaire. Donc c'est absolument terrifiant. Le design optique, je reviendrai après dessus, mais c'est globalement 3 miroirs, même s'il y en a 5 en total. Les longueurs d'onde dans lesquelles on va regarder, ça va être le proche infrarouge, donc de 350 nanomètres jusqu'à 20 microns. Le coût, bon, il coûte assez cher quand même, 1,5 milliard, mais ça reste raisonnable par rapport à d'autres missions comme le James Webb. Et ensuite, une fois qu'il sera construit, ça sera 50 millions d'euros par an. Donc il y a le télescope, mais il y a aussi le dôme au-dessus. Donc c'est une sacrée coupole, hein. J'ai dit 93 mètres de diamètre pour 80 mètres de haut. Donc à côté de l'Arc de Triomphe, ça donne ça, un énorme bébé. La coupole, il faut bien s'imaginer, c'est 6100 tonnes. Donc venir la tourner pendant la nuit, c'est quand même un assez gros défi. La première lumière, au début, je crois que c'était prévu en 2025. Bon, là, c'est un peu short. Ils ont été freinés notamment par le Covid et puis bon, les fournisseurs, etc. Ça prend toujours du retard. Et le temps de vie prévu, c'est 30 ans. Donc maintenant, je vais vous parler du lieu retenu pour la construction. Donc ici, c'est une vue au Chili de la montagne Cerro Armazones, donc 3000 mètres d'altitude. C'est top, le Chili, parce que là, on est dans le désert de l'Atacama, donc un climat qui est très très sec. Ça, c'est important si on veut venir observer dans l'infrarouge, parce que l'H2O absorbe à plein de raies dans l'infrarouge. Et puis, bon, le Chili, contrairement à chez nous, c'est 330 nuits claires par an. Donc chez eux, ça observe. C'est pas le cas ici. La pollution lumineuse est super faible, il y en a un tout petit peu quand même. Et la turbulence aussi est très faible, ça veut dire que ça blotte pas trop. Les étoiles, vous savez, quand elles clignotent dans le ciel, c'est à cause de l'atmosphère et des variations de température. Et là-bas, c'est quelque chose qui est très très stable, donc on va dire que les étoiles clignotent pas. Et du coup, la qualité optique qu'on observe est top. Par contre, il y a deux gros points bof pour là-bas. Une activité sismique qui n'est pas du tout négligeable. Ça serait con de le construire. Et puis le miroir secondaire qui tombe sur le primaire, bon, on n'aimerait pas trop. Et il y a beaucoup de vent aussi. Donc c'est quelque chose qui a dû être pris en compte dans la conception. Donc ils ont fait des tests dans des chambres à air. C'est pas des chambres à air. Bref, des souffleries. Des souffleries sur un petit modèle réduit de l'ELT. Et dernier point, super bien pour les eaux, hein, c'est que le Cerro Armazones, c'est là, donc là où il y a le LT, et Cerro Paranal, c'est ici, donc c'est là où il y a le VLT. C'est 22 km de distance. Donc ça leur permet vraiment de centraliser leur plus gros télescope optique un peu au même endroit et de faciliter les opérations. Maintenant, je vais passer au système optique. Donc là, on a une super animation de l'ESO. Donc je recommence. La lumière vient de l'infini, tape le miroir primaire, tape le miroir secondaire, passe à travers le quatrième miroir en se focalisant, tape le M3, tape le M4 et ensuite est renvoyé sur le côté. Donc, je vous avais dit, il y a globalement 3 miroirs qui ont la puissance optique, donc le M1, le M2 et le M3. Le M4 et le M5 servent que pour l'optique adaptative et renvoyer là où on veut. Donc on renvoie les choses sur le côté au niveau du foyer qu'on appelle Nasmith, donc soit de ce côté-là, soit de ce côté-là, pour mettre les instruments. Parce qu'on s'imagine bien qu'on ne va pas les mettre une petite caméra derrière sur le cul du télescope, quand il bouge, ça se passera assez mal. Donc on a des plateformes qui sont fixes sur les côtés pour mettre tous les instruments qu'on veut. Donc je vous ai dit, ouais, 5 miroirs, c'est à peu près un design TMA, donc ça pour les opticiens c'est Flumior Anastigmate. En gros, c'est un design utilisé avec 3 miroirs qui permet de corriger toutes les aberrations basiques. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est important. La focale, absolument monstrueuse, 682 mètres. S'il y a des gens qui connaissent la focale, c'est n'importe quoi. Pour donner un ordre d'idée, le C14 qu'on a là-haut, qui est déjà un gros bébé hein, pour un amateur, c'est que 4 mètres. Bon. Et du coup, ça nous fait un champ qui est absolument minuscule. Donc, dans les limitations de l'optique,
on est sur 10 arcs-minutes de champ. La distance entre Mizar et Alcor, qui sont déjà sacrément proches, c'est 11 arcs-minutes. Donc le télescope ne verra jamais plus que ça en un même coup. Et comme j'ai dit précédemment, il y a un foyer Nasmyth, donc pour accueillir les instruments, là il a été représenté un des instruments ici, puis un autre instrument sur l'autre foyer. Alors, question à la con, est-ce qu'on pourrait voir le drapeau? Bon, non, la réponse est non. On a 0,002 arcs secondes de résolution théorique, ce qui est extrêmement petit, mais sur la Lune, ça équivaut à 3-4 mètres. Bon, vous me direz, on n'est pas si loin que ça, en soi, mais non, on ne verra pas le drapeau. Petit point sur les instruments. Il y aura 7 instruments au total qui auront tous des fonctions différentes, donc spectromètre, imageur, etc., etc. Là, je vous ai mis l'instrument Mikado, ici une représentation d'artiste, et un schéma optique simple de ce que ça représente. C'est vraiment pour faire comprendre qu'au final, l'ELT, c'est pas que ces 5 miroirs et puis la mécanique qui va autour, c'est aussi des systèmes de détection qui sont extrêmement complexes et très très gros aussi, d'ordre de grandeur du télescope. Donc là, on a des gens à côté de l'instrument qui est ici, qui est absolument énorme. La conception mécanique, donc il y a 3 grandes structures dans le LT. Donc la structure d'azimut, donc qui va venir faire la rotation sur l'axe horizontal, et la structure d'altitude qui va venir faire, elle, la rotation sur l'axe vertical. Donc la structure d'azimut vient tenir la structure d'altitude qui vient se rentrer au-dessus, et vient aussi tenir les instruments de part et d'autre. Et la structure d'altitude, elle vient tenir le miroir primaire, le miroir secondaire en haut, et la tour centrale qui est la 3e structure, dont je vais parler tout de suite. Donc la tour centrale vient tenir le miroir tertiaire en bas, le M4 ici, et puis le M5 il se balade par là. Il y a un truc, c'est un peu l'enfer. Les revêtements sur les miroirs doivent être changés environ tous les 2-3 ans pour qu'ils gardent leur réflexivité et les performances qu'on veut. Et donc il faut s'imaginer qu'il y a tout un système de treuil dans ce truc très très serré pour aller choper chacun des miroirs un par un, les sortir de la tour, les sortir du télescope et aller rechanger leurs revêtements derrière dans un petit centre qui sont pas très loin. Donc ça tous les 2-3 ans. Et par contre, pour le miroir primaire, lui c'est obligé de changer un segment par jour. Donc tous les jours, ils vont attraper un segment, le sortir, le traiter. Et je vais vous expliquer pourquoi le télescope peut quand même marcher même si on change un segment par jour. Donc dans le détail des optiques individuelles, donc là on a le miroir primaire ici gigantesque. On ne voit rien du tout, super. Ouais. Le miroir primaire est décomposé en secteurs. Donc chaque secteur, là ici on a 6 qui sont représentés, accueille 133 miroirs qui sont chacun uniques, donc qui ont des formes totalement différentes, mais qui sont hexagonaux. Et il y a un secteur qui a été fait en plus. Donc quand on va venir attraper un des segments, on va le remplacer par son homonyme du 7e secteur pour pouvoir continuer à observer toutes les nuits en continu. Sa forme, c'est proche d'une parabole, donc un peu comme dans un Newton. C'est pas totalement une parabole, mais c'est très très proche. Et la forme, pour avoir les performances qu'on veut, donc sur les 39 mètres de diamètre, ça doit être une forme qui est parfaite à la dizaine de nanomètres. Donc si vous avez des ordres de grandeur en tête, le nanomètre c'est 10 puissance moins 9 mètres, donc c'est absolument horrible à tenir. Notamment quand il y a des variations de température, quand le miroir va venir se pencher, un petit coup de vent dessus, ça modifie totalement sa forme. Et donc on est obligé d'avoir de l'optique adaptative à l'aide d'un système à l'arrière de chacun des segments qui va venir replacer chaque segment les uns par rapport aux autres. Donc là ce que vous voyez c'est un des segments du miroir primaire avec toute sa mécanique associée. Donc sur chaque segment, les éléments actifs importants, c'est les edge sensors, donc il y en a un là et un là. C'est des petits capteurs sans contact qui viennent regarder la position relative de chaque miroir les uns par rapport aux autres pour connaître leur position. Et derrière, il y a 3 actuateurs, donc il me semble qu'ils sont là, là et là, qui vont venir replacer les miroirs en direct pour garder la forme parfaite à quelques nanomètres. Donc c'est un défi absolument insupportable. Et donc, avec tous ces éléments mécaniques, toutes ces pièces qui doivent être parfaites au nanomètre, on s'imagine bien que ça ne va pas être un process classique de télescope comme on a l'habitude où on fait un gros miroir et puis tout se passe bien. Non, là, il faut avoir un process vraiment industriel. Et donc ce qu'ils ont fait à Safran Riosc, qui produit toutes les optiques de l'ELT, c'est de construire une usine carrément, juste pour le miroir primaire, et ils en sortent 4 à 5 par semaine, ce qui est absolument terrifiant à faire.
Je vais parler rapidement des miroirs secondaires et tertiaires. Donc le M2 qui est représenté ici sur son banc de mesure, c'est un enfer pour un opticien. Il est très asphérique, convexe et très ouvert à mesurer, c'est l'angoisse totale. Donc pour le mesurer, on est obligé de créer une optique qu'on considère comme parfaite pour pouvoir ensuite faire de l'interférométrie et comparer les deux surfaces. Je ne vais pas du tout rentrer dans le détail. Le M2 et le M3, ils ont tous les deux un diamètre, le même diamètre, et donc ils vont avoir la même cellule pour être placés dans le télescope, et en plus, la mesure et le polissage du miroir se fait au même endroit. Le M3, lui, il est plus gentil, il n'est pas très asphérique, et puis les concaves, c'est plus simple à mesurer. Et petit fun fact historique, donc là c'est un Reosc qui a aussi produit les miroirs du VLT, et donc la mesure se fait dans la cuve où avaient été polis et mesurés les miroirs primaires du VLT. Donc ici, il rentrait tout pile dedans, c'était pas mal. Petit dernier point sur l'optique adaptative, donc si vous ne connaissez pas, ça c'est quand il n'y a pas d'optique adaptative qu'on observe une étoile. Je vous avais parlé des turbulences au tout début, de l'atmosphère qui fait blobloter dans tous les sens. Bah voilà ce que ça fait, ça déplace l'étoile un peu partout, et en plus ça la déforme totalement. Donc le but ça va être de la garder fixe, plus de corriger sa forme. Donc là on passe de... Génial. On passe d'une étoile toute moche qui bouge à une étoile fixe qui est assez jolie. Donc c'est le but des deux derniers miroirs, donc du M4 et du M5. Le M4, c'est un miroir de 2,50 m qui fait 2 mm d'épaisseur. 2 mm d'épaisseur, c'est affreux. Donc ce qu'ils ont fait, ils l'ont séparé en plusieurs pétales. Donc là on voit une pétale qui est très très fine. Et pourquoi on veut quelque chose de fin? C'est parce qu'on va avoir des actuateurs à l'arrière qui vont modifier sa forme en direct. Et donc pour pouvoir modifier la forme comme on veut, il faut quelque chose de fin et pas forcément de très épais, sinon ça ne marcherait pas. Donc sur le total du M4, il y a 5800 actuateurs qui vont venir 1000 fois par seconde modifier sa forme pour rattraper la qualité et avoir une étoile ronde. Le M5, lui, qui est représenté ici par une vue d'artiste, il va venir juste, avec des mouvements de basculement, recentrer l'étoile et la garder bien fixe. Donc lui, il fonctionne à 10 Hz, sauf qu'il faut s'imaginer que c'est un miroir qui est quand même assez grand, qui est assez lourd aussi, forcément. Et du coup, contrairement aux autres miroirs qui sont tous en zéro dur, et un matériau intéressant, là on est obligé de le faire en carbure de silicium, qui est un matériau très léger, très peu dense, et qui en plus est extrêmement rigide. Donc on va faire venir bouger cet ensemble-là très vite, il ne va pas se déformer du tout. Et donc cet énorme télescope-là, vous voyez, il y a des sortes de poches un peu partout, ça c'est pour l'alléger. Il fait seulement 400 kg, ce qui est rien du tout. Et il permet de garder l'image stable, comme je vous l'ai dit. Et voilà, c'est tout pour moi. Donc là, c'est une des photos assez récentes de l'ELT actuellement. Donc, plus récemment, ils ont fini de faire la fermeture de la coupole et actuellement, il est fermé. Mais je trouvais que la photo était vachement jolie avec la Voie lactée. La source des images, c'est sur le site de l'ESO. Et il y a une excellente présentation, si vous êtes intéressé par le sujet, par Marc Kerel, qui a beaucoup travaillé dessus, sur la chaîne YouTube de Ciel et Espace, qui était une conférence de 1 heure qui avait eu lieu à la rencontre du Ciel et de l'Espace de l'année dernière. Je vous remercie. Alors la question, c'est que le VLT, il y a 4 VLT en soi qui sont côte à côte, et il y a des techniques pour simuler un plus grand miroir qui existe par interférométrie, mais c'est uniquement par interférométrie, et on n'aura jamais la qualité d'un unique miroir qui vient lui collecter vraiment la lumière et qui ne vient pas faire une espèce de comparaison par interférométrie. Donc si on est largement gagnant à avoir un unique télescope comme ça, contrairement à avoir 4 télescopes individuels côte à côte. Oui, Laurence. Repose la question. Ah oui, alors la question c'est pourquoi il regarde sur une si petite étendue angulaire le télescope. Et donc la réponse c'est que sa focale c'est 682 mètres.
Donc, dans le design, ce qui limite le champ qu'on peut regarder, c'est ce moment-là. Donc, vous voyez, la lumière est focus par là, mais il y a le M4. En fait, le M4, il a un trou au milieu qui laisse passer pile ce petit rayon-là qui focus. Et donc, si on commence à aller dans le champ, le point où ça focus va taper l'arrière du miroir 4, et donc, en fait, on ne pourra plus voir. Donc, du fait de ça et du fait qu'il y a une très grande focale, au final, le champ limite, c'est 10 arcs-minutes, qui est limité par le design optique, mais en fait, derrière, quand tu mets un détecteur, etc., c'est le détecteur qui va venir limiter le champ, donc le champ sera bien plus petit. Voilà. Oui. Ouais. Alors la question c'est, est-ce que les miroirs sont protégés à cause des poussières, etc. La réponse c'est que non, du coup. Et c'est pour ça qu'on les change très souvent. Les télescopes qu'on utilise dans le commerce, ils sont tous illuminés puis protégés pour éviter que ça se raye facilement. Ici, c'est pas le cas. C'est pour ça qu'on doit changer les revêtements assez souvent. Et d'ailleurs, les miroirs qui ont la tête vers le bas, comme le miroir 2, le miroir 4, et c'est tout, on a besoin de les changer moins souvent. Parce qu'il y a moins de choses qui ont tendance à tomber dessus. Mais l'impact des poussières est pas... Enfin, ça a été réfléchi pour quoi. Le changement tous les 2-3 ans est réfléchi pour garder les specs malgré tout ce qui peut tomber dessus. Ouais. Ouais, le M5. Et... Ouais. Alors, la question c'est pourquoi le M5 en carbure de silicium. Donc j'en ai pas parlé, mais tous les miroirs qui sont utilisés à part le M5 sont en zéro dur, qui est une super céramique. En fait, c'est une céramique qui ne va pas du tout se dilater à cause de la température, se dilater ou se rétracter. Et donc c'est ce qu'on a tendance à utiliser dans le spatial parce que ça nous plaît. Par contre, si tu fais bouger un miroir de presque 3 mètres de diamètre à 10 Hz, tout en gardant sa forme, si tu prends pas du carbure du silicium qui est un matériau très très particulier, ça se passe super mal. En fait, il est super rigide, vraiment vraiment très rigide, et du coup c'est pour ça qu'on est obligé d'utiliser ça. Et pareil, j'avais dit au début les technos nouvelles qui nous permettent de faire des trucs. La maîtrise du carbure de silicium, c'est tout récent, enfin pour des miroirs comme ça en tout cas. Ce qu'ils ont été obligés de faire, c'est de créer 6 portions du miroir et d'ensuite les fusionner, de les braser ensemble, puis de déposer couche par couche pour avoir une couche qui soit à peu près bien. Et au polissage, c'est un enfer. Voilà. Bon, je pense qu'on a tous envie de crêpes. Hein. Là, on va arrêter la présentation là, on arrête les conneries. Et si vous avez d'autres questions, on peut y répondre là-bas, je pense.